Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce sera la première partie d'une série de vidéos où on va résumer le livre L'Histoire de France de Jacques Bainville. Aujourd'hui, on s'attaquera aux 5 premiers chapitres de cet ouvrage. Donc, c'est un livre qui a été publié donc en 1924 et qui reste aujourd'hui une référence pour comprendre notre histoire et notre passé. Donc on va donc résumer les 5 premiers chapitres et ça va nous emmener justement de la Gaule romaine jusqu'aux premiers Capétiens, en passant par les Mérovingiens et les Carolingiens. Donc on va traverser presque un millénaire d'histoire en fait. Donc, quand on commence l'histoire de France, il faut d'abord regarder bien avant l'existence même de ce royaume-là. Et pendant environ 500 ans, la Gaule a partagé la vie de Rome. C'est une donnée essentielle pour comprendre la suite. Avant l'arrivée des Romains, la Gaule était divisée en une mosaïque de peuples. On avait les Gaulois, bien sûr, mais eux-mêmes n'étaient pas unis. Ils formaient des tribus qui étaient indépendantes, souvent rivales et incapables de constituer une véritable nation. Jules César a ainsi tiré parti de cette division lorsqu'il a conquis la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. Avec Rome, la Gaule va changer radicalement. Bainville insiste beaucoup sur ce point. Rome apporte la civilisation, l'organisation et l'unité. Les routes, les villes, le commerce, mais aussi la langue latine et le droit romain, tout cela va profondément s'enraciner dans le sol gaulois. Peu à peu, la Gaule va donc se romaniser. Elle devient une partie intégrante de l'Empire. Certains empereurs romains viennent même de Gaule. Et lorsque le christianisme se répand, la Gaule se retrouve au cœur de la nouvelle religion, accueillant des communautés chrétiennes très tôt. Mais à partir du IIIe siècle, les choses vont se compliquer, puisque l'Empire romain va s'affaiblir, menacé par les invasions barbares, et la Gaule va subir des assauts répétés des Germains, des Alamans, des Wisigoths et des Francs. Rome, étant trop éloignée et trop affaiblie, n'est plus capable de défendre ses provinces. Et pourtant, même en pleine crise, la civilisation romaine reste vivante dans les villes, dans le droit et dans la langue. Et c'est justement ce legs romain qui survivra après la chute de l'Empire et qui donnera une assise durable à l'histoire de la France. Donc l'essai mérovingien. Donc avec la fin de l'Empire romain, il va y avoir de nouveaux peuples qui vont prendre la relève. Les Francs, qui vont être menés par Clovis, qui vont devenir les véritables maîtres de la Gaule. C'est le début de la dynastie mérovingienne. Clovis est une figure essentielle. En 496, il se convertit au christianisme catholique. C'est un choix décisif, car la plupart des peuples barbares étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils suivaient une hérésie chrétienne condamnée par l'Église romaine. En devenant catholique, Clovis rallie l'Église et la population gallo-romaine qui reste fidèle à Rome. Cela confère une légitimité énorme à son pouvoir. Bainville va insister sur le génie politique de cette décision. C'est l'acte fondateur qui lie le royaume des Francs à la religion catholique, une alliance qui marquera toute l'histoire de France. Les Mérovingiens vont installer leur pouvoir, mais ce pouvoir va rester fragile. L'unité est difficile à maintenir, car les Francs ont la coutume de partager le royaume entre les fils du roi. Résultat, à chaque succession, le territoire sera morcelé, les guerres fratricides vont se multiplier et la dynastie s'affaiblira. À cela s'ajoute le fait que les rois mérovingiens après Clovis manquent souvent d'envergure. On parle de rois fainéants qui laissent le pouvoir effectif à leur maire du palais, une sorte de premier ministre puissant. Donc l'essai mérovingien n'a pas totalement échoué, mais il est resté extrêmement limité. Clovis a jeté les bases, mais ses successeurs n'ont pas su donner une structure solide et durable au royaume. Quand les Mérovingiens s'effacent, on va avoir une nouvelle famille qui va leur prendre place, les Carolingiens. Le plus célèbre, évidemment, ce sera Charlemagne. Charlemagne, couronné empereur en l'an 800, incarne la grandeur de cette dynastie. Il réussit à bâtir un immense empire qui couvre une bonne partie de l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie du Nord et même l'Espagne en partie. Avec Charlemagne, l'idée romaine renaît. Il se voit comme le successeur des empereurs romains, unifiant chrétiens et territoires sous son autorité. Bainville admire cette tentative, mais il en souligne aussi les limites, car si l'empire de Charlemagne est grandiose, il est aussi fragile. À peine Charlemagne mort, l'unité se brise. Ses successeurs ne sont pas à sa hauteur. Le traité de Verdun en 843 divise l'empire entre ses petits-fils. C'est un moment capital. On y voit naître les futures nations européennes, avec d'un côté la France et de l'autre côté l'Allemagne. Bainville insiste beaucoup sur cette fracture. Pour lui, la division entre la France et l'Allemagne, née à ce moment-là, marquera toute l'histoire ultérieure. Ce voisinage conflictuel, avec des frontières mal définies, deviendra une source de guerres incessantes. Ainsi, les Carolingiens représentent un éclat éphémère. Ils ont donné à l'Europe un grand empire, mais cet empire était trop vaste, trop fragile, trop difficile à maintenir. Leur grandeur se transforme donc vite en décadence.
À la fin du Xe siècle, la dynastie carolingienne est donc à bout de souffle. Les rois n'ont plus vraiment de pouvoir, le royaume est fragmenté en une multitude de seigneuries, de duchés, de comtés. Le roi n'est plus qu'un seigneur parmi d'autres. En 1987, une véritable révolution se produit puisque Hugues Capet est élu roi par les grands seigneurs. Ce choix peut sembler modeste, car Hugues Capet ne règne au départ que sur un petit domaine autour de Paris et d'Orléans. Mais cet événement inaugure une nouvelle dynastie, qui est celle des Capétiens. Pourquoi est-ce une révolution? Parce qu'à partir de ce moment-là, la royauté va se reconstruire peu à peu. Les Capétiens, malgré la faiblesse initiale de leur pouvoir, vont réussir à durer. Et c'est cette continuité qui fera leur force. Bainville souligne que l'avènement des Capétiens, ce n'est pas la victoire immédiate d'un roi puissant, mais plutôt l'installation d'une maison royale stable, capable de transmettre le pouvoir de génération en génération. Donc de 987 jusqu'au XIVe siècle, la maison capétienne règne sans interruption, de père en fils, pendant environ 340 ans. C'est un fait unique dans l'histoire européenne. Une telle continuité dynastique n'existe nulle part ailleurs. Au départ, les Capétiens sont des rois presque symboliques. Leur autorité réelle ne dépasse guère l'Île-de-France, mais avec patience et persévérance, ils vont consolider leur pouvoir. Chaque génération apporte une petite pierre à l'édifice. Les Capétiens s'arrangent pour éviter le morcellement. Au lieu de diviser le royaume entre les héritiers, ils instaurent l'hérédité directe de père en fils aîné. Ce choix garantit la stabilité et évite les guerres de succession qui avaient affaibli les Mérovingiens et les Carolingiens. Peu à peu, les rois capétiens renforcent leur autorité, gagnent du terrain, soumettent les grands féodaux, étendent leur domaine royal. Leur règne est donc une œuvre de longue haleine, patiente, prudente, mais d'une efficacité redoutable. Bainville admire particulièrement cette continuité. Il voit dans les Capétiens une sorte de miracle politique, sans éclat immédiat, sans conquête spectaculaire, mais ils réussirent à bâtir une monarchie solide, capable de durer des siècles. Donc en résumé, sur ces 5 premiers chapitres de Bainville, on voit bien que se dessine une trajectoire puisqu'on part de la Gaule romanisée qui reçoit l'héritage de Rome, puis l'essai mérovingien avec Clovis et la christianisation, la grandeur et la chute carolingienne avec Charlemagne et la fracture franco-Allemagne, puis la révolution de 987 avec l'élection du Capet et enfin la stabilité capétienne ou 3 siècles et demi d'un règne continu qui vont préparer la construction de la France. Ce que Bainville veut nous montrer, c'est que l'histoire de France est faite à la fois de rupture et de continuité. Chaque dynastie apporte quelque chose, mais c'est la stabilité capétienne qui, selon lui, constitue le vrai socle de la nation française. On a donc vu à peu près 1000 ans en quelques minutes, et on poursuivra dans plusieurs vidéos, ce voyage à travers les chapitres suivants de Bainville.